Pour clôturer cette liste de vidéos que nous avons commencé ensemble, c'est-à-dire toute la série autour des optimisations financières dans le contexte Azure, enfin globalement cloud, mais plus spécifiquement dans le monde Azure, je voulais conclure celle-là par justement la fin du mode projet, c'est-à-dire comment on passe du mode projet au mode opérationnel. Et comment mettre en place cette solution-là, c'est-à-dire comment mettre en place ce modèle opérationnel correct à travers une gouvernance qui sera, on va dire, optimale pour permettre à ce que cette logique d'optimisation financière, donc FinOps, devienne une continuité et non pas un effet à court terme. Donc la première question à se poser justement, c'est si on fait un constat dans la plupart des cas, une fois qu'on a effectué un projet, c'est-à-dire on a exécuté un projet en mode FinOps, en fait, après la clôture, ça repart. C'est-à-dire les coûts de consommation Azure repartent à la hausse, alors qu'on est persuadé que la stratégie qui a été appliquée, c'est-à-dire de démarrer une optimisation financière, était une bonne stratégie, mais malgré tout, en fait, elle ne s'est pas inclue dans un contexte global, mais elle s'est inclue dans un contexte court terme. Donc, on a bien, durant le projet, eu une baisse des coûts, c'est ce que l'on voit sur la droite, mais dès que le projet est terminé, en fait, les coûts reprennent à la hausse, et donc du coup, la dérive reprend comme de plus belle par le passé. Le principe de cette vidéo, c'est justement comment pallier à cette situation-là et faire en sorte que les coûts, pas forcément baissent pas, parce qu'il y a un moment où la baisse indéfinie mène vers zéro, donc on ne peut pas avoir une consommation zéro à moins d'abandonner le cloud, mais comment faire en sorte que au moins on limite la hausse potentielle, ou du moins qu'elle soit applicable par une évolution de la consommation logique. Quoi qu'il en soit, comment mettre en place une stratégie opérationnelle qui dure dans le temps? Première chose à comprendre, c'est qu'on a un piège du mode projet. Le mode projet, c'est l'équivalent d'un régime. Vous avez un certain surpoids, vous mettez en place un projet de régime, au bout de X semaines, selon le régime que vous prenez, vous aurez bien une perte de poids avérée, une visibilité, c'est-à-dire une conclusion du succès de ce régime, mais une fois terminé ce projet, c'est-à-dire le mode de vie reprenant comme avant ce régime, eh bien on reprend immédiatement du poids, c'est-à-dire tout le bénéfice de ce mode projet, c'est-à-dire du régime à court terme, ou du moins sur un temps donné, est perdu. A contrario, quand on met en place une hygiène de vie, donc là, à la place d'un régime ponctuel, on met en place une hygiène de vie qui va commencer par un projet régime, mais se continuer par justement une habitude alimentaire, une correction justement des excès, etc., etc. Ça s'ancre dans les habitudes personnelles, et à ce titre-là, en fait, dans un contexte personnel, on peut se retrouver à maintenir et ne pas avoir cette reprise de kilos une fois le pseudo-projet régime terminé. Donc c'est vraiment la même chose dans le monde FinOps, c'est-à-dire l'analogie de comparaison du mode projet versus le mode hygiène de vie. Mais en fait, le mode projet, ça permet de pouvoir baisser vite et d'être rapidement efficace, mais à partir du moment où le projet est terminé, le retour à la vie passée se refait immédiatement, et de ce fait-là, on reprend une consommation Azure au minimum avant, la même valeur qu'avant, voire une valeur augmentée. A contrario, l'hygiène de vie, c'est-à-dire la mise en place d'un mode opérationnel réel, va permettre de mettre en place des habitudes de consommation, des logiques d'optimisation qui vont permettre de pouvoir maintenir justement cette optimisation financière, et du moins des coûts associés par la partie cloud. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Donc si on prend les modes les communications de base, donc les 5W plus le how, donc un truc classique, le why, le who, le what, le where, le when et le how, ça veut dire pourquoi on fait ça, avec qui on fait ça, comment, enfin qu'est-ce qu'on fait au juste, où est-ce qu'on le fait, quand on le fait et comment on le fait. Dans le monde cloud, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le pourquoi et le qui. Le pourquoi, c'est quel est l'objectif de ce projet ? Est-ce que ce projet n'a que pour but de maîtriser des coûts, ou est-ce que cet objectif a bien pour but d'impulser dans l'entreprise une réduction de la consommation ou une optimisation de cette consommation, mais au niveau des propriétaires des applications, c'est-à-dire que ceux qui sont derrière la consommation deviennent propriétaires de ces coûts. Et donc de ce fait-là, c'est une stratégie à long terme, parce qu'on implique, et c'est pour ça que le qui est très important aussi, on implique les consommateurs dans la liste des responsabilités.
Ce n'est pas simplement l'équipe cloud qui devient en charge de la FinOps, mais c'est l'équipe cloud qui va piloter un projet, mettant directement la responsabilité en face de ceux qui consomment. Après, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on le fait, quand on le fait et comment on le fait, ça c'est de la réponse classique qu'on verra justement par la suite au cours de ce déroulé. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment important de commencer par le pourquoi et qui est en charge de ce projet. La responsabilisation, c'est vraiment ça en fait. Un coût sans propriétaire est un coût qui dérive. À partir du moment où on n'inculque pas cette logique de propriété du coût, en fait, ça devient transparent. C'est-à-dire, c'est le coût, c'est l'IT qui paye, c'est l'équipe cloud qui paye. C'est pas une personne, c'est pas un consommateur du projet, c'est pas le responsable locatif, c'est l'IT. Et donc, si on commence à faire ça, dans ce cas-là, en fait, on se retrouve avec des dérives qui sont forcément dans la même veine, puisque il n'y a pas de contrôle parce qu'il n'y a pas de propriétaire. Donc il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'arbitrage, il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas de nettoyage par exemple. Donc tant que la personne qui est derrière la consommation n'est pas responsable de cette consommation, dans ce cas-là, en fait, ça ne peut pas tenir. C'est pour ça qu'on met en place, et un des premiers points est de mettre une matrice RACI qu'on appelle, qui sont simplement des matrices de responsabilité, où on va définir le A, donc qui est accountable, qui est le responsable ultime, c'est-à-dire qui va décider. Le responsable exécutant, c'est-à-dire ce qui va opérer, le consulté, c'est-à-dire celui qui va être, on va lui poser des questions pour lui demander s'il peut ajuster, s'il peut faire quelque chose, c'est celui qui devait être simplement informé. Et là, si on prend de manière très simplifiée les différentes parties relatives à un projet FinOps, ou du moins une stratégie FinOps, on a quoi? On retrouve justement la définition des budgets, la mise en place des tags. Le tag management, c'est vraiment un sujet que j'ai expliqué dans les détails juste avant. Les analyses d'anomalies et les recherches de causes ou de corrections. Les arbitrages sur les réservations et les reportings mensuels ou hebdomadaires ou quotidiennes suivant votre rythme que vous aurez choisi. Toujours est-il qu'en face de ces différentes activités, on va retrouver les quatre grandes équipes qui sont globalement l'équipe Cloud COE, donc COE Center of Excellence, en gros ceux qui sont en charge de l'opération et qui sont en charge de cette partie maintenance, etc. Donc ils vont mettre aussi des budgets, qui vont prendre aussi des décisions. Les responsables FinOps, bien sûr, puisque c'est une équipe en tant que telle. Alors, bien sûr, dans certaines entités, on peut joindre les deux, c'est-à-dire qu'il est même plutôt bon d'avoir les responsables FinOps à l'intérieur du Cloud COE. Ensuite, on a justement le DevOps, donc c'est l'équipe de développement et d'architecture, et puis en face, toute la partie financière, donc ceux qui vont s'occuper de la recherche. Et donc si on regarde chaque ligne, une par une, on va pouvoir définir qui est responsable, qui est accountable, c'est-à-dire le responsable ultime, notamment pour les budgets, forcément c'est celui qui est en charge de la partie optimisation financière, c'est le plus à même de définir et de confirmer un budget, qui va être informé et consulté, justement c'est DevOps et Finance. La mise en place des tags, on est dans la même logique, c'est-à-dire dans ce contexte-là, on va avoir des personnes qui vont être responsables, donc justement dans ce cas-là, ce sont les développeurs, puisque c'est eux qui vont pousser les objets dans Azure, qui va être informé, qui va être bien sûr consulté ou informé, etc., etc. Donc je vous laisse la liste des points, mais vraiment c'est important de comprendre et d'affecter et d'adapter bien sûr dans votre propre contexte, mais globalement ce genre de présentation est tout à fait cohérent avec une stratégie basique dans un monde cloud, dans une entreprise standard. Qu'est-ce que c'est? Et vraiment c'est important de comprendre que le A et le R ne sont pas les mêmes. Le A, c'est celui qui est accountable, c'est-à-dire c'est celui, pour faire très simple, c'est celui qui va se prendre les baffes. C'est pas celui qui exécute qui se prend les baffes, c'est celui qui est accountable, c'est lui qui est le jeton en cas de gros problème. Il ne peut avoir qu'un seul accountable. On ne peut pas avoir deux responsables dans une structure, on ne peut pas avoir deux honneurs dans une structure. Sinon, en fait, personne ne décide. Il faut que ce soit une seule personne. Et c'est cette personne qui rend les comptes. C'est-à-dire que c'est celui qui peut trancher, c'est celui qui peut rendre les comptes, et c'est celui qui est responsable pour un sujet donné, donc par activité. Un responsable exécutant, donc le R, c'est différent dans le sens où on peut être responsable en tant qu'exécutant. Et on peut être plusieurs exécutants, c'est pas forcément une personne. Ça peut être plusieurs personnes qui peuvent être exécutées chacun leur tour. Ça peut être par contre, c'est affecté à une tâche réelle, c'est un script, c'est un développement, c'est une modification, c'est un tag à affecter. C'est celui qui va de toute façon à la fin communiquer le résultat ou rendre des comptes à l'accountable. Ce point-là et le différentiel entre les deux entités est vraiment important à prendre en compte, parce que sinon, en fait, on se foire en mélangeant les deux. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui sont définies comme accountable, ça ne peut être qu'une seule personne. Si on reprend maintenant les tâches, enfin les activités
de base dans le monde FinOps, on retrouve notre logique qu'on a expliquée tout le temps et qu'on verra juste après dans le mode visuel. C'est bien sûr l'information, donc toute la partie communication, toute la partie optimisation et toute la partie opérationnelle. Ces 3 justement chapitres reviennent à la même chose, c'est-à-dire auditer un parc Azure. C'est la partie cost management, c'est la partie mesure, c'est la partie surveillance, etc., etc. La partie optimisation, c'est justement mettre en place des arbitrages, suppression de tout ce qui est waste management. On avait vu tous les détails par rapport aux différentes vidéos par le passé, mais je reprends justement cette partie-là. Et puis les tableaux de bord. Alors le tableau de bord justement pour BI, ça peut être un mix entre la partie information et la partie opération, puisque ce sont des tableaux de bord qui permettent aussi de mesurer sa consommation. Et la revue régulière des coûts et l'amélioration continue. Cette visibilité en mode cyclique, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Bon, je l'ai remis là parce que on l'a utilisé pour toutes les vidéos, mais c'est exactement ce cycle. Et là, on voit qu'on est dans une activité cyclique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. C'est pour ça qu'on passe d'un mode opérationnel à ce niveau-là. On n'est plus dans un mode projet, on n'a pas de date de fin d'exécution, mais on passe bien dans une culturation et une mise en place sur le long terme. Moi j'aime bien la règle des 90 jours. Je trouve que d'ailleurs on parle souvent des 100 jours dans le monde politique, mais je trouve que 3 mois c'est un bon rythme. Dans certains cas ça peut être plus long. Dans mon ancienne structure, on avait une activité qui était en mode projet sur 6 mois, mais on gardait les 6 mois derrière en mode opérationnel. C'est-à-dire les 6 premiers mois étaient utilisés en mode projet, les 6 mois suivants étaient utilisés justement en mode opérationnel continu, ce qui permet de pouvoir tenir et de pouvoir digérer justement tous les travaux d'optimisation qui avaient été faits les 6 premiers mois. Dans une taille un peu normale, parce que c'était une taille vraiment assez importante par le passé, donc dans une entreprise d'une taille à peu près normale, un projet sur 3 mois est tout à fait cohérent, et donc du coup sur 3 mois, on met en place les optimisations, on est capable de pouvoir standardiser, de pouvoir rendre la visibilité, donc toute la partie justement alerting, toute la partie monitoring, toute la partie reporting, donc là on a déjà des différents chapitres qui s'enchaînent. Par contre, c'est pas une culture, c'est-à-dire qu'à la fin des 3 mois, on a simplement exécuté un projet. Donc ce qu'il faut faire par la suite, c'est mettre en place une mécanique, c'est de mettre en place une culture justement de l'optimisation financière. Et c'est comme ça qu'on transforme justement cette logique du mode projet, donc le mode régime, en hygiène de vie. C'est la mise en place de la routine, c'est-à-dire pourquoi faire une revue finalement que dans le cadre des 3 mois. La revue peut se faire tous les mois, de manière régulière. Donc pourquoi après les 3 mois ne pas continuer? Il n'y a rien qui l'empêche. La continuité de la communication, pareil. La revue des réservations, c'est pareil. La suppression des ressources inutilisées n'a aucune raison de s'arrêter après les 3 mois. Donc là, on passe dans un mode routine, et donc ces routines reprenant ce qu'on a mis dans le mode projet, justement, permet de pouvoir avoir l'hygiène de vie et donc du coup de transformer ce projet en mode opération. Donc là, on est vraiment dans une logique circulaire, et donc c'est pour ça que je parle de boucle, la boucle du cycle qui fait inform, optimize, operate, et qui redéclenche l'amélioration continue, qui relance, et qui relance, et qui relance. C'est ça que justement le modèle opérationnel FinOps doit prendre en compte. Ce rituel, et c'est pour ça que j'aime bien ce schéma justement cyclique, impulse bien cette logique que ça ne s'arrête jamais. Et clairement, ça ne s'arrête jamais. Le jour où vous arrêtez, les coûts explosent immédiatement parce que justement il n'y a plus de suivi, il n'y a plus d'opération, les personnes n'ont plus le temps pour plein de raisons diverses et variées. Donc la logique du FinOps doit rester sur le long terme en mode opération. Si on prend une bonne revue, FinOps, quand on parle de revue, c'est-à-dire le régulier, la mise en place d'une régularité, tout simplement. Pour ça que revue finalement c'est le meilleur terme. Qui doit être présent? Forcément, la personne qui est FinOps, qui est l'administrateur FinOps ou le responsable ou celui qui est désigné, c'est lui qui va décider d'ailleurs animer la session. Mais dans cette session, doit aussi se retrouver les responsables développement, les responsables financiers, ou du moins contrôleurs financiers, etc. Et puis potentiellement le sponsor. Donc, parce que sans sponsor, en fait, il n'y a pas de validation. En fait, c'est comme si vous travaillez tout seul. Donc les personnes vont vous dire, t'es bon, t'es gentil, j'ai autre chose à faire, j'ai pas de temps à perdre avec toi, donc je vais te laisser tranquillement jouer dans ton coin, mais je vais pas bouffer de temps, parce que chacun est sous stress, chacun est sous contrainte, et chaque équipe a des priorités qui lui sont propres. Donc le responsable FinOps n'a pas de poids si le sponsor n'est pas derrière. S'il est tout seul, il va se faire bâcher très vite, et il va se retrouver très rapidement à avoir personne qui le suit, ou des personnes qui le laissent mourir dans un coin. Qu'est-ce qu'on va décider durant cette revue-là? C'est les écarts. Pourquoi est-ce qu'on a des écarts à budget? Donc ça, c'est bien sûr quelque chose à surveiller comme sur le feu. Un budget, c'est un budget. Donc un budget a été défini avec une régularité mensuelle, trimestrielle,
industriel, je ne sais quoi. Donc de ce fait-là, il faut immédiatement, ou le plus vite possible, décaler, ou du moins détecter les écarts, et chercher pourquoi on a des écarts. Est-ce que ce sont des écarts normaux ? Pour une raison simple, par exemple une évolution d'une application qui n'aurait pas été informée correctement, pour laquelle on n'était pas au courant, un déploiement qui a été fait en production alors qu'en fait on prévoyait initialement dans le cas du budget de faire le déploiement l'année prochaine, mais le business le voulait plus tôt, donc du coup on a décalé en avance, enfin on a déployé en avance, donc du coup forcément la partie production et consommation en cloud en fait s'est retrouvée à être augmentée. Donc il peut y avoir plein de raisons d'avoir ces écarts. Mais il faut les trouver, il faut les comprendre, il faut potentiellement détecter les anomalies et pouvoir les remonter. Un AKS qui aurait été mal configuré dans le cas de pipeline de déploiement, pareil, si on retrouve ça après quelques jours, il faut absolument traiter cette erreur et la corriger le plus vite possible. Dans ce cas-là, les architectes sont les bienvenus. Des arbitrages sur les réservations, ça peut être aussi des solutions. Est-ce qu'on va prendre des machines V4, sachant qu'on a un plan d'évolution sur du V5 ? Est-ce qu'on va annuler des réservations V3 parce que justement on est en train d'annuler toutes ces machines-là au profit des dernières générations, etc., etc. Donc des arbitrages dans le sens des potentiels changements, mais peut-être des engagements aussi. Est-ce qu'on va engager sur 3 ans ? Il peut être tout à fait légitime de n'engager que sur une année, parce que vous envisagez un changement stratégique majeur, et vous ne voulez pas vous retrouver avec des réservations qui auraient été prises pour du long terme, sachant que potentiellement à la fin de l'année, c'est-à-dire à la fin de 12 mois, des évolutions de consommation peuvent s'avérer. Typiquement, les stratégies multi-cloud, ou l'implémentation d'une stratégie hybride avec le rapatriement sur un data center on-prem d'une partie des consommations et des workloads. Donc il peut y avoir plein de choix qui peuvent expliquer des réservations, soit faites ou pas faites. C'est bien pour ça que dans ce mode acculturation, il est mieux que cette personne qui est responsable FinOps soit un interne et non pas un externe. Un externe qui serait engagé dans le cadre d'un projet FinOps, cette personne est un incentive qui est la plupart du temps basé sur les réductions que vous aurez fait. Donc lui, à titre personnel, il a tout à fait tout intérêt de faire des engagements et des réservations à long terme, parce que lui, il s'en moque en fait. Il n'est pas dans votre entreprise, il est en externe. Lui, on lui a dit que s'il faisait une réduction de la consommation de 100 000, l'entreprise prenait 25, c'est même souvent d'ailleurs ce niveau-là, entre 10 et 20%, et sur ces 20%, lui, il avait un bonus parce qu'il aurait bien travaillé. Donc du coup, il a tout intérêt de faire le maximum de réduction, et une des solutions pour faire des maximums de réduction, ce sont les réservations. Donc les réservations à l'emporte-pièce peuvent être tout à fait désastreux dans le monde de la délégation. Lui, son contrat, il peut s'arrêter dans 6 mois, il n'est pas là dans 3 ans. Donc du coup, il ne va pas subir les conséquences de l'engagement sur le long terme. Donc vraiment, cette partie financière, il faut absolument que dans le WHO, la personne qui soit responsable FinOps soit un interne, ou quelqu'un assimilé comme interne. Peut être un externe, mais en délégation de service, dans ce cas-là, c'est considéré comme un interne. Ce qui en sort donc de ces revues FinOps, c'est des actions. Un plan d'action clair, avec des dates, avec des engagements, avec des personnes qui sont responsables et nommées. C'est-à-dire, on ne part pas avec un sujet fumeux, on reverra ça la prochaine fois. Non. Vous avez un plan d'action, ça doit être fait, daté, et les exécutions doivent être faites dans la foulée. Le budget potentiellement réalloué, réajusté, parce que si on a vu des écarts et que les écarts sont légitimes, dans ce cas-là, il faut modifier le budget. Si la prod, comme je disais tout à l'heure, avait bien été déployée en avance, dans ce cas-là, ça ne va pas s'arrêter. Donc du coup, ça va être une nouvelle consommation sur les mois qui suivent. Donc ces budgets doivent être corrigés aussi sur le reste de la période. Et les boucles d'amélioration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire comme modification permettant de pouvoir encore améliorer les choses. Par exemple, revoir la consommation des storage accounts, revoir les optimisations ou les stratégies de machines qui ont été définies dans un AKS. Est-ce que des machines plus petites ne seraient pas plus intéressantes pour les applications qui tournent dedans, de manière à pouvoir utiliser la scalabilité au maximum, etc., etc. Donc la boucle d'amélioration doit aussi être intégrée. Si on veut conclure le sujet du FinOps. Donc, FinOps, c'est un terme, mais c'est surtout une logique, c'est un concept. Donc, le succès du FinOps ne tient pas aux outils, on s'en fout de l'outil. Ça pourrait être un fichier Excel que ça changerait pas grand-chose. Ça pourrait être une manipulette qui est faite en Perl, ça changera rien. C'est pas l'outil qui est important, c'est pas parce que vous aurez sélectionné l'outil à la mode vendu par un tiers de service, une entreprise tierce, que vous aurez une solution gagnante. C'est pas l'outil qui fait le résultat, c'est vraiment la responsabilisation des équipes, l'intégration de ces équipes au sein des comités de décision, donc d'où cette logique de revue, et le rituel. Et ce fait de rituel permet de pouvoir avoir une mécanique qui se fait de long terme. Vraiment, faites-le, changez de point de vue là-dessus, et prenez avec vos équipes tout le monde ensemble dans un même projet. Dans votre cas précis, la question à vous poser tout de suite, c'est qui est accountable, donc qui est le décideur final justement de la facture cloud. Si vous n'avez pas de réponse à cette question-là,
Ah bah, vous êtes bon pour pas démarrer le chantier gouvernance tout de suite parce que là, vous avez un gros problème de définition de responsabilité. Je pense que cette vidéo, je voulais pas la faire longue, je voulais la faire le plus court possible. Elle termine ce cycle de la partie cloud optimisation. Je pense que j'ai couvert vraiment la plus grande partie des sujets. Aujourd'hui, je vous invite à regarder les différentes vidéos une à une. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci là-dessus. Elles sont publiées sur YouTube, donc elles sont disponibles. Je ne vais pas les effacer, elles sont là pour ça. C'est une mini formation quasiment gratuite, parce que je ne fais rien payer moi. C'est une formation que vous pouvez utiliser pour vous, pour préparer dans le cadre justement de délégation de service, pour préparer, pour faire fonctionner, enfin pour lancer un projet FinOps, mais aussi même pour vous rafraîchir dans le cas de mouvement interne, par exemple, vous serez passé de cloud ingénieur à justement stratégie FinOps, vous êtes toujours en interne, vous n'avez pas forcément le temps de faire suivre les formations FinOps de l'entité FinOps publique. Et bien cette vidéo-là, donc ce set de vidéos vous permet justement de pouvoir rentrer en matière. Après, rien ne vaut une formation certifiante, même pour vous, donc chacun est libre de ses choix, mais vraiment une formation certifiante a tout à fait son intérêt, et c'est pas du tout l'objectif de ce set de vidéos de toute façon.